Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile reçoit, et c'est une première, un duo de choc avec ni plus ni moins que les Rix et Morteau du cinéma, les Starsky et Hutch des œuvres à défendre, les Tango et Cash de la pop culture, à savoir messieurs Antoine Legrand et Stéphane Michalski. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour Raph, merci. Je suis honoré par cette présentation que tu as fait de nous, quoi. Je pouvais pas rêver mieux. Bonjour Raph, merci beaucoup pour ton invitation. Sachez en tout cas que c'est un très grand plaisir de vous recevoir ici en interrogatoire et en plus pour évoquer une œuvre qui nous tient tout particulièrement à cœur à tous les trois et vraiment, je vous en remercie grandement. Merci à toi, surtout. Avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les patrons de l'excellent podcast Entourloupe dans l'Azimut, où vous recevez un nouvel invité une fois par mois, et avec à chaque épisode une œuvre, on pourrait dire méconnue, sous-estimée, ou tout simplement oubliée que vous défendez. Un film, ça peut être un jeu vidéo, ou même une carrière entière, puisque vous m'aviez invité dans un épisode spécial autour d'un réalisateur, et c'était autour du cinéma mal aimé, on pourrait dire, de Olivier Marchal, et c'était vraiment un bonheur total que d'évoquer sur quasiment 3 heures, je crois, de mémoire, de souvenir, la carrière du bonhomme. Complètement, ouais. C'était assez long, mais en même temps, il fallait prendre le temps de parler de chacun de ces films. On en avait l'envie de parler de chacun de ces films. Et plaisir 1000 fois partagé, quoi. Encore merci de ta présence. En tout cas, ça a été très très chouette de se replonger dans cette carrière, en effet, comme tu l'as dit, assez mésestimée, n'est-ce pas, de la carrière d'Olivier Marchal. Et épisode d'autant plus important que potentiellement, il a le pouvoir d'être le premier et peut-être seul épisode d'Entourloupe dans l'Azimut auquel le premier concerné, la personne dont il est au centre du sujet, peut potentiellement écouter l'épisode, car je peux vous assurer qu'Olivier Marchal a reçu un mail avec le lien d'écoute de l'épisode en main propre. Il étudie actuellement le dossier, on flippe, hein, on vous cache pas. on flippe notre trace. Il passe la zone open fin, quoi. Ça rigole pas. Voilà, mais voilà, j'évoque ça dans notre prochain épisode Entourloupe dans l'Azimut, que je ne sais pas s'il sera déjà sorti ou pas en fonction de toi, mais voilà, au hasard d'une rencontre cet été dans un emploi saisonnier, j'ai pu rencontrer Monsieur Marchal qui était fort agréable et sympathique et j'ai pu lui évoquer ce qu'on a fait et voilà, et on a échangé nos coordonnées. Je n'ai pas eu de réponse de sa part depuis, je lui en veux pas du tout, mais voilà, peut-être que le dossier atterrira sur son bureau un jour. En tout cas, c'est vrai que maintenant, on va dire que l'émission a le mérite d'exister parce qu'il n'y a pas grand-chose autour de son cinéma et rien que pour ça, moi, ça a été vraiment un bonheur total, encore une fois. Et ici, en tout cas, dans Bien connu des services de police, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vraiment une figure, je sais qu'elle est un petit peu clivante, mais qui, pour moi, en tout cas, est une figure titulaire du polar contemporain. Donc, foncez sur l'émission si vous ne l'avez pas encore écoutée, et sur les différentes émissions que vous avez pu faire. C'est vraiment de la pure, quoi. C'est de la bonne cam. Merci beaucoup. C'est de la très bonne cam et ta connaissance sur le sujet, Raphaël, était très... pléthorique. On voyait que on sent que c'est une enquête que tu mènes depuis des années et qu'il y a plein de photos de papiers journaux accrochés sur ton mur, etc. Il y a de la corde rouge qui relie des feuilles A4 quoi, dans le bureau, quoi. Avant d'attaquer la discussion du coup autour du film que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la tradition en début d'émission. On va établir votre photo signalétique en 2 questions très brèves. Quelle est votre définition d'un bon polar ? Un bon polar, pour moi, c'est une enquête qui va servir de prétexte à faire le portrait d'une société, d'un environnement, à une époque donnée, dans un lieu donné. Voilà, c'est ça, surtout, c'est le portrait d'une société et on espère que l'enquête va amener l'enquêteur ou les enquêteurs à travers différents strates de cette société-là, dans une époque, et ça va être un voyage. Limite l'enquête presque, on pourrait presque s'en foutre, j'ai envie de dire. Et voilà, pour moi, c'est ça avant tout un bon polar. La barre est placée très très haute, je vais redescendre très 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 bas au niveau du trottoir, du bitume, parce que pour moi, un bon polar, c'est presque... Alors, au début, j'avais l'idée d'une recette de cuisine, mais c'est pas tant pour moi une recette de cuisine qu'une recette de cocktail. Les cocktails, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, la mixologie, on appelle ça maintenant. Et pour moi, un bon polar, c'est un bon cocktail qui va mélanger une bonne ville, déjà, parce que je suis un pur produit de la banlieue parisienne,
Donc pour moi, il me faut une ville. Je sais qu'il y a du polar campagnard, bien sûr, mais en tout cas, le mien, il y a de la ville dedans. Il y a des flingues, il y a des flics, il y a des voyous. Et après, une fois qu'on a ça, on le fait au shaker, on le fait à la cuillère, on le fait comme on veut, et on peut ajouter plein de petits trucs par-dessus qui peuvent pimenter le cocktail. Ces petits trucs, c'est la pluie, parce qu'une ville sous la pluie, c'est quand même trop bien. Une ville sous la pluie, de nuit, avec des néons qui se reflètent, c'est quand même trop, trop bien pour un polar. Que tu ajoutes à ça de la binouse ou des cocktails aussi, une petite touche d'alcool supplémentaire, et bah ça fait pour moi la recette d'un bon polar. Bien, bien shaké sur des glaçons, tu vois, bien frappé. Je pense que tu as un bon petit combo bien sympathique. Mais encore une fois, ce ne sont que mes ingrédients perso, c'est ceux que je ressors en priorité. Et donc tu dis que ça c'est niveau trottoir, quoi. T'es vraiment trop dur avec toi, chouchou, quoi. Bah, tu vois, on est redescendu sur du très concret, quoi. Je suis pas parti très très loin. Mais du concret dit par un Cicéron, quoi. Alors que moi j'ai dit du académique dit par un pecno, quoi. Alors tu gardes la main, tiens, quel est ton polar préféré cette fois-ci? Alors là, pas de surprise. J'ai cherché, je me suis dit, est-ce que je ferais pas un peu mon intéressant, chercher un petit truc, un petit peu indé? Pas du tout. Franchement, il y a des moments, faut pas se poser de questions. Mon polar préféré, c'est Heat de Michael Mann. Et ce qui est marrant, c'est que pourquoi? Certainement pour les raisons qu'a évoqué Stéphane. C'est que, alors, il y a des ingrédients de mon petit cocktail perso, hein, dans Heat, évidemment. Il y a le flic, il y a le voyou, il y a des flingues, il y a une ville surtout qui est au centre de Heat. Mais il y a, c'est toujours, j'ai beau voir ce film, je sais pas, j'ai dû le voir 7-8 fois peut-être, dans plein de versions différentes. Je n'arrive toujours pas à savoir ce qui me touche profondément dans ce film, mais c'est un film qui passe comme un souffle pour moi alors qu'il fait près de 3 heures. C'est un film qui me met les larmes aux yeux à plusieurs moments du métrage. C'est des dialogues que je trouve exceptionnels, qui me font hérisser le poil. C'est un rythme justement des dialogues et donc une interprétation qui est dingue. Une BO magnifique. Une des plus belles lumières du monde, bref, Hit, quoi, tout simplement. Et c'est un film qui mûrit aussi, je trouve, visionnage après visionnage. Je ne fais que l'aimer davantage à chaque fois. C'est, voilà, tout simplement. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais Hit est mon polar préféré. Non, mais c'est marrant parce que tu l'as dit et dans ma tête ça a tout de suite été non, mais ouais, mais bien sûr en fait. Mais de toute façon, voilà, la ville chez Mann, voilà. Moi j'hésitais à vous dire Miami Vice encore une fois pour pour un portrait d'une société, sur une société de flux, etc. Non, je place pas Miami Vice. Hop là, je vais parler de ce que je voulais parler d'un polar que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ça fait des années que je le considère comme un de mes polars préférés. Pareil, je vais pas être... Et en plus, je crois qu'il a déjà été évoqué chez toi, Raphaël. Tu m'arrêtes si je me trompe. Au pire, j'en ai un autre de secours derrière, qui est plus une reco, parce que c'est vraiment pas connu, là, pour le coup. Mais bref, moi, un polar que j'adore beaucoup, c'est Memories of Murder, de Bong Joon-ho. Une enquête, pour le coup, très allaitante, mais vraiment, c'est surtout une ambiance, c'est un portrait de... Comme je l'ai dit, cette fois-ci plutôt un peu rural, quoi, de la campagne coréenne dans les années 80. Et moi, ce que j'adore, c'est le groupe, en fait. C'est le groupe des enquêteurs entre les flics de la campagne qui sont un peu à l'arrache, quoi, qui pas très compétents, et ce jeune flic un peu plus brillant, un peu plus académique qui vient de Séoul. Le tout sur fond il y avait des troubles à cette époque-là, d'émeutes, quoi, de manifestations un peu violentes, étudiantes, je crois, qui ont été assez violemment réprimandées. Excellent film. Et puis, alors, l'enquête, elle est vraiment prenante. La conclusion, elle nous met à terre. Et voilà, et en plus, c'est drôle, en fait. Il y a un humour vraiment attachant dans ce film, surtout dans le groupe. Voilà, moi j'adore juste cette scène au début avec la scène de crime qu'ils essayent de baliser, de protéger, et ils font pas gaffe, et il y a un tracteur qui roule sur les empreintes potentielles du tueur, etc. Enfin bref, non, voilà, Memories of Murder. Bon, en tout cas, sur Michael Mann, sachez que je suis complètement d'accord avec vous, que Heat, sincèrement, je pense que je ne le ferai pas dans l'émission, c'est-à-dire que c'est tellement gros, c'est tellement une cathédrale
que je le mettrais de côté, donc ce serait peut-être plus Miami Vice, voire Le Solitaire que je mettrais en avant. Collatéral évidemment, qui est aussi un gros morceau. Mais en tout cas, sachez que Hit jusqu'à présent est le film qui a été le plus cité dans l'émission, dans les polars préférés. Et effectivement, Memories of Murder, c'était, il me semble, Johan Orzulik qui l'avait évoqué aussi. Pour ce nouvel épisode, on part du côté du New Jersey sur les terres fictives de Garrison, ville dortoir non loin de la tentaculaire New York et véritable enclave peuplée de flics corrompus, pour évoquer, autant le dire tout de suite, l'un des tout meilleurs films de Sylvester Stallone, une œuvre où on ne l'a jamais vu comme ça ailleurs, où il est bedonnant, léthargique et à moitié sourd, aux côtés d'une pléiade de stars, donc à savoir Copland, réalisé en 1997 par James Mangold. Mangold, voilà, un artisan, on pourrait dire prodige, venu du cinéma indépendant américain, et qui avait comme ça l'idée, en tout cas, de base, de faire un western, on pourrait dire, avec Copland. Et c'est la productrice Cathy Conrad, qui a produit à l'époque, par exemple, Scream. Elle est connue pour ça. Elle va devenir son épouse aussi au fil du temps. Elle va produire tous les films de Mangold jusqu'à Night and Day. Et elle a lu le script. Elle en est tombée tout de suite totalement amoureuse, on pourrait dire. Et il y a un autre producteur qui est venu sur le coup, qui est Cary Woods, qui a vraiment découvert bon nombre de talents du cinéma indé, voilà, des années 90. C'est lui qui a produit les premiers films d'Alexander Payne, de Shyamalan, de Harmony Korine ou bien de Kevin Williamson, justement. Et très vite, ils vont vouloir acheter ce scénario. Sauf que voilà, ils veulent un super réalisateur pour encadrer tout ça. Et Mangold dit dès le début, non, non, mais moi en fait, je veux réaliser, alors qu'il avait encore rien sorti en fait. Et c'est à ce moment-là en fait où c'est un peu l'alignement des planètes, c'est-à-dire que son premier film, Heavy, sort sur les écrans, il repart avec un prix spécial du jury à Sundance en 1995. Et voilà, c'est vraiment un film qui fait détonation. Il apparaît vraiment sur les radars. Il décide de l'engager. Voilà, cinéaste très intelligent, très brillant, une vision très mature, on pourrait dire. Et il lui confie du coup la mise en scène. Mais c'est vrai qu'au début, il voulait faire un western, mais il se sentait pas encore les capacités. C'est un petit film heavy, hein, produit à l'époque pour 500 000 $. Il voulait pas faire un western vraiment classique au sens du terme, c'est-à-dire, je sais pas, dans le Montana ou dans le Texas. Et du coup, il a eu l'idée, finalement, de partir de quelque chose qu'il connaissait, c'est-à-dire la ville dans laquelle il a grandi, et qui est vraiment le même, en fait, système qui est dépeint dans Copland, c'est-à-dire une petite ville qui s'appelait Paramus, justement à côté de New York, où les habitants détestaient vraiment Big Apple, et qui ont créé une sorte, voilà, on va dire, un petit coin de paradis. Et ce qui est intéressant, c'est que les pères, qui étaient surtout des flics et des pompiers, il le dit en interview, partaient quand même travailler à New York. Mais c'était le seul lien qu'ils avaient avec New York. Ils n'allaient pas, voilà. Ils restaient constamment dans cette petite ville. Il a décidé, voilà, de partir de ce qu'il connaissait et de mélanger ça justement avec cette idée du western, l'idée, on pourrait dire, d'une nouvelle frontière. Est-ce que vous pouvez, avant de vraiment attaquer le gros du sujet, faire un petit résumé de l'intrigue? Ça raconte quoi, Copland? Copland, bah, ça raconte, comme tu dis, l'histoire de cette ville fictive de Garrison qui, grâce à des petites magouilles immobilières, les flics ont des avantages à pouvoir s'installer là-bas. Donc, en fait, plein de flics se sont établis dans cette ville. Bah, du coup, on pourrait imaginer que c'est une ville idyllique, vu qu'il n'y a que des flics. Il n'y a pas de crime. La loi est parfaite. Et voilà, arrive le jour où l'un d'eux, un jeune flic prometteur, héros, qui a su sauver à un moment, je crois, des jeunes enfants, un truc comme ça, commet une bavure en abattant deux Afro-Américains qui faisaient les cons en voiture. Bref, il a pris un objet pour une arme, etc. Et en gros, la police, les gars du coin, donc le flic local joué par Harvey Keitel, se retrouve à faire croire au suicide de ce flic-là. Il le couvre, voilà, parce que sinon ça ferait un héros. Et le truc, c'est que dans cette ville de Garrison, le shérif local n'est d'autre que Freddie Heflin, incarné par notre Sly, par Sylvester Stallone, qui est en fait un
un flic qu'on a mis là un peu au placard, qui est juste là pour poser des amendes de circulation, quoi, qui est à moitié sourd d'une oreille. C'est aussi un héros local. Et voilà, et petit à petit, lui, il vit dans l'ombre de ces grands flics-là, envers lesquels il est fasciné, qu'il respecte énormément. Et en fait, petit à petit, il se rend compte de choses qui vont se passer en arrière-plan et sa conscience va le travailler. Et quelque chose au fond de lui qui en fait peut-être qu'il définit un peu comme ce que c'est l'essence d'être un bon flic, va le travailler de plus en plus, quoi. Va le travailler et, comme on disait hors antenne tout à l'heure, Raph va le réveiller presque un peu. C'est que c'est l'histoire d'un flic endormi, du moins qui veut devenir flic depuis très longtemps aussi et qui va se faire réveiller par sa conscience professionnelle et même sa conscience de manière générale, ouais, complètement. Pour reprendre un petit peu la blague, effectivement, on parlait d'Alain Delon entre nous, on va dire hors antenne, et je disais en fait, j'avais noté sur mes petites notes, ne réveillez pas un Stallone qui dort. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est extrêmement simple, pas simpliste, hein, vraiment très simple, et c'est un film moi, qui me plaît énormément pour son classicisme. C'est un vrai film classique hollywoodien dans sa mise en scène, c'est-à-dire que James Mangold a une mise en scène vraiment invisible où c'est le récit qui passe avant tout, la performance des acteurs. Et Stallone, voilà, il est extraordinaire, hein. Pour moi, c'est son meilleur rôle avec Rocky Balboa. Et comme il n'y a pas des effets de style un peu 90s qu'il y avait à l'époque qui ringardisent un petit peu le tout, le film il vieillit vraiment très très bien, quoi. C'est vraiment un beau film d'artisan qui est bien fait. C'est le pur film pour moi du dimanche soir. Et c'est vrai qu'il raconte finalement une histoire très simple sur, en gros, la loi et l'ordre. Et il part d'un héros très naïf qui cherche quelque chose en fait, qui a une vraie une envie en fait de justice, une envie de rendre service finalement, qui a raté sa vie, justement en rendant justice, c'est-à-dire que en fait, il a assisté à un accident dans sa jeunesse, il a secouru une jeune femme en fait qui coulait en fait dans une voiture, la voiture est tombée en fait d'un pont, il l'a secourue, la femme qu'il aime en plus, et à cause de ça, il va devenir sourd, et c'est à cause de ça en fait qu'il pourra jamais rentrer dans la police. Et ce qui est encore plus dur pour lui, c'est que cette femme-là en fait a épousé un flic qui rêverait d'être en fait. Et tout ce côté-là, très méta aussi, est extrêmement, comment dirais-je, en tant que fan de Sylvester Stallone qu'on est, je pense, est extrêmement plaisant. C'est-à-dire que c'est quand même l'histoire, voilà, d'un shérif qui est, oui, qui est bedonnant, qui est endormi, qui est pâteau, qui est maladroit, qui est un peu bonnet, etc., qui se fantasme en fait avec ces flics, ces grands flics, c'est-à-dire, il y a quand même, voilà, Hervé Kettel, c'est quand même le chef de la communauté, et c'est en fait face à lui des immenses acteurs, quoi. C'est quand même, on l'a pas dit, il y a Robert De Niro, il y a Hervé Kettel, il y a Ray Liotta, enfin, qui est extraordinaire, Ray Liotta aussi dans ce film. Et en fait, c'est ça, c'est Stallone, en fait, qui rêve, qui a raté sa carrière un petit peu, voilà, qui a enchaîné les films d'action. À l'époque, il voulait se renouveler, il voulait prouver une fois de plus qu'il était un acteur, ce qu'il était au début de Rocky, quoi. Et face à lui, il y a ces immenses acteurs, et finalement, il leur dame le pion sur leur propre terrain, quoi. Et je trouve, mon acteur préféré de tous les temps, moi, c'est Robert De Niro. Je trouve qu'il est meilleur que De Niro dans ce film, quoi. Et il y a une alchimie dans le casting qui fait aussi que ça marche, où les égos sont mis de côté. Et ça, il faut reconnaître ça. James Mangold, il avait 32 ans sur le tournage. C'est dingue. Et en plus, tu dis que le film, comme tu le dis, il a une ambiance ultra... Enfin, il est simple au possible. C'est pas un film flamboyant du tout, mais t'es embarqué dedans, tu ne le lâches pas. Et ouais, et comme tu dis, avec un casting 6 étoiles, il y a un moment vraiment, il y a une scène de dialogue, mais près d'une machine à café pourrie entre De Niro et Stallone. Et en le revoyant là il y a quelques jours pour l'émission, mais d'un coup je me suis dit, mais attends, mais il y a Stallone et De Niro dans la même pièce. Et en fait, on s'en fout, quoi, parce qu'on est pris dans l'histoire, dans le classicisme du truc. Et voilà, et les deux sont dans un décor pourri. Enfin voilà. Et c'est le film, il est. Je coupe Stallone, pardon. Il fantasmait un peu cette rencontre avec De Niro, c'est-à-dire ils sont à peu près au même moment, c'est-à-dire bon, il y a eu les films de Scorsese un petit peu avant, les films de De Palma pour De Niro, mais 76 t'as Rocky et t'as Taxi Driver, donc c'est vraiment deux, on va dire, deux carrières un petit peu opposées. L'un, voilà, on le comparait quand même à Brando quand même au début, Stallone. Et il y a un côté d'ailleurs sur les quais, je trouve, dans Copland, pour son côté un petit peu bonnet, un petit peu manipulable, on pourrait dire. Et c'est ça qui fantasmait en fait cette rencontre, et quand tu la vois en fait, elle est incroyable, et il y a un plan, et c'est là on voit aussi la maestria de James Mangold, euh,
dans le cadre, en fait, il découpe souvent en fait le cadre vis-à-vis de vitres, par exemple, ou de reflets dans des miroirs. Il fait très souvent ça. Il arrive très bien en fait à créer plusieurs espaces dans l'espace. Par exemple, la prison, c'est très facilement compréhensible. Tu as les barreaux en fait qui délimitent l'espace, par exemple. Et quand il y a De Niro, C'est très surcadré, ouais. exactement, tu as tout le temps, par exemple, aussi en arrière-plan, des flics. En fait, ça fait un aquarium, un peu le bureau du shérif Stallone. Et il voit ces flics tout le temps, en fait, derrière cette vitre, une sorte de projection mentale, mais qui est vraiment fait par ces surcadrages. Et quand De Niro, en fait, arrive dans le café où il se confronte avec Ethel, il y a Stallone qui regarde, en fait, qui fait rien, qui regarde. Et en fait, il est juste vu, en fait, à travers un reflet. Et il les regarde envieux, comme ça, ces grands flics, quoi. Et tout est dit, c'est-à-dire, voilà, c'est une sorte de présence fantomatique, juste en délimitant le cadre et en jouant sur un reflet. Voilà, c'est du pur cinéma classique. Complètement. Et alors, je me permets juste, ouais, Stéphane, excuse-moi, moi, je vous rejoins complètement sur on va dire, la simplicité apparente de ce film, qui, en fait, en le revoyant, je l'avais pas vu depuis vraiment pas mal de temps. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, ça fait combien d'années que j'ai pas vu un film comme ça, un film contemporain comme ça au cinéma, par exemple, avec une telle, pas épure, je dirais pas ça, mais une telle simplicité dans le récit, une telle évidence. Et on le sait dès qu'on s'est frotté soit à l'écriture scénaristique, à la réalisation cinématographique, à quel point faire simple, c'est le challenge le plus haut en fait, c'est le plus difficile. C'est extraordinairement compliqué de faire passer simplement, évidemment des émotions, mais aussi simplement la compréhension d'une intrigue. Là, on parle aussi d'intrigues immobilières, de micmac, de magouilles avec des flics et tout ça. Tout ça coule de source, il n'y a aucun problème. T'as un casting 5 étoiles avec De Niro, Harvey Keitel, Stallone, Ray Liotta, pas de souci. À aucun moment, tu vois les stars, en fait. En effet, De Niro, je pense qu'il y a une vraie intelligence aussi des acteurs, mais c'est aussi les producteurs, tout un travail d'équipe et de metteur en scène, évidemment, pour travailler ces égos-là et d'avoir des acteurs aussi bons au service d'un film, qui ne se mettent pas en avant. Ils ont tous réduit leur cachet, Ah oui, je crois, en plus. tu vois, ça me choque même pas dans le sens où bah, le rôle de Niro, en effet, je suis comme Raph, De Niro, pour moi, c'est un monument, le monument, enfin, c'est un des acteurs qui compte le plus pour moi. Et là-dedans, tu le vois en mec de la police des polices avec sa petite moustache, ça, enfin, jamais tu te dis que c'est Neil McCauley de Hit, quoi, tu vois, tu dis c'est pas possible. Parce que tu oublies presque que c'est De Niro, et pourtant, dedans, il est super, tu vois. Mais ils arrivent à se mettre complètement au diapason d'un projet collectif, d'une histoire, et ça, c'est formidable. Tu parles de Niro et c'est une très bonne transition parce que c'est l'un des aspects du film. La chance en fait qu'a eu James Mangold, déjà, le premier qui a accepté, c'est Sylvester Stallone. Il y avait d'autres noms qui ont circulé. Tom Cruise a été approché, Tom Hanks, Gary Sinise, des gens comme ça. Ils ont tous refusé. Tu vois, Tom Cruise, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. J'adore Tom Cruise, vous le savez. Peut-être si vous avez déjà écouté un épisode d'Entourloupe, on en a parlé plein de fois, mais Tom Cruise en underdog bedonnant, non, je sais pas. Enfin, après, Tom Cruise peut tout jouer. Tom Cruise peut jouer le semi-remorque. Je mets juste ma pièce pour moi pour Stallone. Hein, pour revenir à Stallone, c'est l'idole absolue. Et bah, première scène, tu le vois en tongs, bourré dans un bar, en train d'essayer d'ouvrir un parc-mètre minable pour payer juste une nouvelle partie de flipper. Oh là là, cette première scène est incroyable. Mais en plus, au niveau scénaristique, c'est très bien vu, puisqu'en fait, ça montre tout de suite, entre guillemets, la petite corruption. C'est-à-dire que Stallone, en fait, il vide un parc-mètre pour, en fait, jouer, en fait, au flipper. Il est comme les autres, mais à son niveau. Et il y a juste, moi, il y a la manière il y a Ray Liotta qui l'aborde, et il y a juste la manière où tu comprends qu'il est sourd d'une oreille, où il tourne complètement la tête. Pardon, j'ai fait pareil, donc autant le micro va moins bien capter. Et rien que ce petit truc-là, j'ai dit putain, mais t'es avec le personnage direct, et oui, c'est un acteur avant d'être un corps, on le dira jamais assez. Et en plus, ce qui est génial, en fait, je fais une parenthèse sur la première séquence, quand il écoute Eddie Falco et Ray Liotta parler au début, en fait, il est pas bête. C'est pas un personnage qui est bête. Il comprend, en fait. Il a un côté intuitif tout de suite. Et on voit bien qu'il y a un truc... Mais c'est un super flic. C'est un super flic. Et c'est dit d'ailleurs, enfin, on le comprend tout au long du film, mais à part son handicap, enfin, il pourrait largement être un putain de flic, en fait. C'est un super enquêteur. Enfin, tu sens qu'il a un instinct de fou, quoi. C'est exactement. Il a un instinct de flic, mais il n'ose pas, en fait. Et c'est très très bien vu au niveau scénaristique parce que c'est un putain de payoff.
Parce qu'en fait, Eddie Falco travaille au service des déminages, et c'est ce qui va en fait servir Ray Liotta dans le film à, comment dirais-je, à faire une arnaque aux assurances vis-à-vis de sa maison qui va exploser. Et le film est bourré de payoff. Par exemple, Stallone, à un moment donné, va dans un parc d'attractions pour récupérer une peluche pour la petite fille en fait, de la femme qu'il aime, Annabella Scura, qui est extraordinaire dans le film aussi d'ailleurs. Et ça te sert en fait pour emmener comment dirais-je, la fusillade finale. Il y a aussi en payoff la première fois où il voit Michael Rapaport qui est planqué dans la bagnole de Harvey Keitel sur la banquette arrière, et à la fin du film en fait c'est Michael Rapaport qui est planqué sur la banquette arrière, mais cette fois-ci de la voiture de Sylvester Stallone. Enfin, c'est brillamment construit en miroir en permanence le film. Et pour revenir sur le casting du film, en fait, ce qui a tout déclenché justement, c'est l'arrivée de Stallone sur le projet. À partir de là, les autres acteurs en fait ont tous, voilà, c'est l'alignement des planètes. Il avait une petite réputation, Mangold avec son premier film, et donc il a ses stars. Mais en fait, la force d'avoir des stars, c'est que ils véhiculent déjà une certaine idée en fait. Ils véhiculent les films qu'ils ont fait avant. Et quand tu vois forcément De Niro, Hervé Kettel et Ray Liotta, tu penses par exemple à Scorsese, tu penses aux Affranchis, tu penses à ce cinéma-là new-yorkais, tu penses à ce cinéma-là de la mafia, de la corruption, 70s. Tu peux penser aussi en ricochet à Ciné Lumet par exemple, vu les thématiques du film. Et c'est vrai que le film, en fait, au niveau des territoires et au niveau de la spatialisation, Mangold, ce qu'il arrive à faire, c'est faire cohabiter deux cinémas qui sont vraiment antinomiques, c'est-à-dire un cinéma très Nouvelle Hollywood, avec des thématiques extrêmement modernes, liées à la société, on va dire, politique, ouais, engagée, t'appelles ça comme tu veux, et un autre côté, cette petite ville de Garrison, qui est clairement du côté du western. Et Sylvester Stallone, voilà, en faisant ce shérif, hein, il joue vraiment de tous les codes. C'est-à-dire que tu as le saloon avec cette bande de flics, tu as la communauté évidemment des flics qui renvoie évidemment à John Ford, tu as des renvois à d'autres westerns. Par exemple, le nom Eflin vient de l'acteur Val Elflin, pardon, qu'on retrouve par exemple dans L'Homme des Vallées Perdues, que Mangold va reciter dans Logan d'ailleurs, et qu'on voit aussi dans 3h10 pour Yuma, dont il va faire un remake aussi, Mangold. Donc ça te pose son amour comme ça du western, mine de rien. Et le film, voilà, cite énormément de films de l'époque, des films des années 50. On pense par exemple aussi à My Darling Clementine. Dans la progression, on va dire, mentale de Sylvester Stallone, on a quand même le personnage de Victor Mature qui rappelle un peu ce côté-là, le mec qui va se prendre en main finalement. Et même physiquement, ils ont un truc en commun, je trouve. Quand on se rappelle le film de Ford, Victor Mature, il ressemble un peu à Sylvester Stallone. On peut penser aussi à Du sang dans le désert d'Anthony Mann avec Anthony Perkins. Voilà, encore une fois, c'est pareil, c'est un homme de loi en fait qui a laissé tomber en fait et qui va finalement reprendre confiance en lui et qui va, voilà, prendre son destin en main et devenir ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire un héros typique américain. Mais c'est là où le film est très fort, c'est-à-dire que il y a ce côté-là très positif, on pourrait dire, mais en fait quand tu vois la fin du film avec De Niro, on peut spoiler, hein, moi je spoil, en veux-tu en voilà, hein. Euh, Quand tu vois De Niro à la fin, après la fusillade, qui l'accueille à l'IGS et qui dit vous pouvez rentrer. Bon, déjà De Niro qui dit en gros, ok, en tant qu'acteur maintenant t'es mon égal. Tu sais très bien en fait que dans la version de Director Scott avec ces annonces, on pourrait dire journalistiques qui te montrent en fait le déroulé de l'affaire qui a explosé, qu'en fait ça sert à rien du tout. C'est-à-dire que en fait le geste de Stallone ça va durer 15 jours dans les médias et puis de toute façon tout le monde passera à autre chose avant qu'il y ait une autre affaire. Et l'héroïsme finalement de Stallone, c'est juste de faire son devoir, de faire son travail, c'est tout. Et je rajouterais peut-être que, enfin, tu m'arrêtes si on trompe, si on vient un peu sur Stallone et parler aussi du film en général, mais je pense que si ce film nous plaît peut-être à tous les trois, et vous m'arrêtez tout de suite si je me trompe, qu'on se retrouve en Stallone. Bon, on est tous les trois des mecs, et dans la frange de la masculinité en général, il y a 5-10% de types dont on ne fait pas partie, qui ont été les flics que regarde Stallone, justement. Donc des gars qui réussissent, des gars qui, qui sont cyniques, des gars qui se tapent les meufs qu'on regardait toujours, etc. Et il y a cette autre part de frange, et je dis pas qu'on est la frange des losers, les gars au fond de la classe, tout ça, mais voilà, c'est un spectre très très large. Mais j'ai l'impression que dans les rêveurs, les naïfs, les idéalistes, et encore une fois, voilà, et moi, je sais pas,
plusieurs personnes dans qui j'ai parlé de ce film, on se retrouvait dans ce Stallone-là plus que dans Rocky ou autre. Et je pense que c'est ça qui nous touche beaucoup, quoi. On peut l'évoquer comme vous voulez maintenant, mais son histoire d'amour avec le personnage d'Annabella Sciorra, sublime, économe au possible, ultra touchante, quoi. Bah, en fait, moi, je rebondis juste sur, avant peut-être de parler de cette actrice et puis de la relation amoureuse. Je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est vraiment, moi, c'est le supplément d'âme peut-être que j'apporterai encore à ce film, si vous voulez, c'est que on a parlé de son efficacité, de son épure et du fait que c'est un bon film qui fait, là encore, très bien son travail, entre guillemets, et c'est vraiment tellement appréciable. Mais le supplément d'âme, c'est que même, en fait, c'est aussi assez touchant de la part de Mangold, c'est de ne pas s'appesantir sur une poésie ou quelque chose peut-être de trop larmoyant, de sortir les violons, etc. Mais moi, le film, à certains moments, m'a beaucoup touché par petites touches, comme ça, très rapidement. Parce que comme tu le disais, Raph, on comprend très rapidement que cet homme-là, Freddy, il a un côté rêveur, mais plus que rêveur, je pense qu'il surtout il ressasse peut-être des erreurs passées. Et on le voit avec le flashback. Et ça, tu le comprends très rapidement. Et il y a un côté très doux amer. Il n'est pas là à pleurer sur son sort ou quoi, mais il a une espèce de demi-sourire très tendre. Enfin, Stallone le joue magnifiquement bien. C'est un regard un peu perdu au loin quand il regarde le pont. Alors, c'est le pont qui relie le New Jersey et Manhattan. George Washington, ouais. George Washington, merci. Où se passe vraiment tout le nœud de l'intrigue. Et lui, il est à côté. Il est au bord de l'eau. Il a picolé et il regarde ça au loin. Moi, ça me... Vraiment, c'est un quart de seconde. Hein. C'est vraiment quelques enchaînements de plans, mais je trouve ça magnifique. C'est même pire que ça, c'est-à-dire que il y a le pont, en fait, il y a la bavure policière en haut, et lui, il a son accident en bas. Donc il y a deux niveaux, en fait, de justice et d'ordre. Un accident tout nul en plus, enfin, vraiment le truc le plus, tu sais, bateau, genre vraiment le gars a un peu trop bu, hop, puis voilà, je trébuche limite et je me prends un petit arbre et tout. Mais je sais pas, moi voilà, c'est dans ces petits moments que je trouve le film très 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 beau et que là, et encore grâce à Stallone aussi, tu vois, c'est un travail collectif bien sûr. Et aussi via la relation amoureuse, en effet, cette scène toute bête entre guillemets de baiser qui en une minute te déchire et enfin vraiment moi c'est les frissons, c'est tout ce que vous voulez, elle est magnifique quoi. Avec l'importance du vinyle, avec les morceaux, donc deux morceaux de Bruce Springsteen dans le film, il y a Drive All Night et Stolen Car, c'est là où il y a Stolen Car, ouais. Il y a le bisou. Et il y a une idée de mise en scène qui est géniale, j'ai trouvé en revoyant le film. Quand il ressasse justement le passé et l'accident, donc il écoute la musique, t'as le vinyle qui tourne, il s'endort et donc il rêve, enfin il ressasse, peu importe, ce passage on va dire traumatique. Et le diamant en fait, il se réveille et le diamant en fait, la transition. Des rails, ouais. Exactement, il déraille et en fait il est là-dessus, c'est-à-dire qu'il est à la fois en train de dérailler mais en même temps il ressasse en permanence, il est en boucle en permanence sur ce qui s'est passé, sur ses rêves brisés quoi. Tu comprends que le vinyle il a tourné, tu comprends assez vite qu'il n'y a pas 1000 vinyles chez lui et que c'est celui-là, que c'est pas un autre. Il y a la vanne, voilà, tu sais, elle lui dit, tu sais que maintenant tu peux l'avoir en stéréo hein, sur CD et ça, non, bah, ça m'intéresse pas quoi. Et ça, je pense que oui, en effet, ça nous touche chez ce personnage. C'est un grand mélancolique. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je crois qu'on est à ce point touché, et ça marche encore plus en prenant de l'âge, c'est-à-dire, en fait, le personnage de Stallone, c'est les rêves de jeunesse, ce que tu espères faire dans ta vie, et la réalité, en fait, de tout à chacun, c'est-à-dire ta vie d'adulte, elle te rattrape, et il y a des choix, il y a des priorités, et certains, ils font des choix, c'est-à-dire voilà, pour protéger sa famille, pour protéger ses amis, pour protéger sa communauté. Et le film propose comme ça, on va dire, trois politiques. C'est-à-dire que tu as la politique, la loi montrée par De Niro, qui est d'ailleurs très moquée par Harvey Keitel. D'ailleurs, on sent qu'il y a une sorte de bisbille entre eux, c'est-à-dire, voilà, j'étais l'acteur préféré de Scorsese, maintenant c'est toi. Bon, ils tournent ensemble, mais tu vois, on sent qu'il y a quand même une rivalité entre eux quand même aussi. Apparemment, la séquence du café, ils ont perdu une journée entière, dit Mangold, parce que les deux en fait se fightaient pour savoir qui c'est qui rentre en premier. Dans le scénario, c'était Harvey Keitel. Mais non. Oh. Et Mangold trouvait finalement que ça marchait que ce soit De Niro. Et les deux, et Stallone, il regardait ça, il disait bon, je vais me maquiller, machin. Il revenait à chaque fois, il était sur le même point. Il fait, non, c'est moi qui rentre en premier, non, c'est toi qui rentre en premier, etc. etc. Donc tu as cette vision-là, tu as la vision, on va dire, d'Harvey Keitel, on va dire je protège la communauté, au point d'en sacrifier certains, des membres de sa communauté.
parce que c'est vraiment c'est quand même un monstre froid en fait, un très létal. C'est un pragmatique, hein, lui, il se pose pas de questions. Ouais. Mais même de son point de vue, en fait, sa vision du monde se tient aussi, quoi. Il veut protéger à tout prix ce qu'il a créé. C'est ça. Et une troisième vision, qui est celle de Ray Liotta, qui est nihiliste et qui, en fait, je ne dépends que de moi, en fait, qui a été blessé aussi, puisqu'il était le numéro 2 d'Harvey Keitel. On sent qu'il y a un rapport de force aussi avec Robert Patrick, qui est excellent d'ailleurs. Et Stallone, bah lui, il aime bien ces trois versions en fait. Il sait pas où aller en fait au milieu de tout ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'identifie à ce point à ce personnage, parce qu'on a tous un côté paumé, ouais. Qui c'est qu'on doit écouter? Et en plus, lui, bah, il est diminué en plus. Il entend que d'une oreille. Il fait la sourde oreille. Voilà, il fait la sourde oreille vis-à-vis de tout ça. Il préfère mettre une chape de plomb. Il préfère refouler tout ça plutôt que d'affronter ses peurs. Et en plus, comme tu le dis, à la fin, c'est pas plus résolu. Enfin, si, quand même, il se passe beaucoup de choses. Mais au final, comme tu dis, 15 jours, 1 an après, bon, bah, ce sera pareil. Lui est encore à son poste. Mais il aura existé dans son idéal. Et ça, bah, ça change tout. Et voilà. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous d'un coup, en fait, avoir juste un stade où les choses ne changent pas tant, mais en fait, on est plus en acceptation avec ce qu'on est et ce qu'on a pu faire ou ce qu'on aurait pu ne pas faire. Il retrouve sa dignité finalement. Et je trouve que le personnage, il fonctionne très bien de manière inverse à celui de Rocky. Ce serait Rocky un peu qui aurait baissé les bras, quoi. C'est Rocky qui aurait abandonné. Et je trouve que dans le film, et c'est jamais trop souligné en plus, c'est très bien vu de la part de Mangold. Je trouve que les vrais personnages qui résistent dans le film, ce sont les femmes. C'est-à-dire, justement, t'as Annabella Sciorra, et on sait ce qu'elle a vécu après avec Harvey Weinstein, qui a produit le film et dont la carrière a été brisée après. Ben, quand même si elle est mariée à un homme violent dans le film qui est Peter Berg, le futur réalisateur, qui est d'ailleurs plutôt bon, je trouve, dans le film, quoi. Il marche plutôt pas mal, son personnage. Voilà, il y a quand même une résistance. Donc, face à son mari. Il y a Cathy Moriarty aussi, qui elle aussi a joué chez Scorsese, d'ailleurs, dans Raging Bull, qui est la femme d'Harvey Keitel, qui le trompe, qui, comment on pourrait dire, nargue ses plans aussi avec Michael Rapaport, qui veut faire tuer à un moment donné. Il y a aussi même Janine Garofalo, qui est l'adjointe de Stallone dans le film, qui est quand même la première à s'opposer à Harvey Keitel, etc., en l'arrêtant pour excès de vitesse et compagnie. Donc les femmes, voilà, c'est des petites touches comme ça, et voilà, c'est une sorte de résistance, on va dire, pour reprendre la métaphore, une résistance sourde qui court un petit peu dans le film, et en parlant on l'a pas encore dit, mais ce qui est rigolo, ce qui est ironique aussi, en tant que fan de la série, mais voilà, Annabella Sciorra, c'était quand même Gloria Trillo dans Les Sopranos, l'une des compagnes de Tony, l'une de ses maîtresses, et donc, le film est peuplé d'acteurs des Sopranos aussi, quoi. C'est incroyable. Si on a vu les Sopranos, c'est un Sopranoverse, le truc. C'est une répétition, quoi. Il y a Robert Patrick, Frank Vincent, Tony Sirico, John Ventimiglia, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Eddie Falco, que tu as cité Eddie Falco, oui. Plus tôt, qui est l'incroyable Carmela Soprano, quoi, sa femme. Et dites-moi, messieurs, parce que moi je ne connais vraiment pas bien les Sopranos, je vois évidemment de quoi il est question, et il y a un truc qui m'a quand même frappé, le peu que je connais de la série, c'est aussi, en plus des comédiens et des comédiennes, le cadre, quoi. Enfin, le New Jersey, ça a l'air de... Enfin, c'est une répétition grandeur nature pour les Sopranos, quoi. Totalement. Comme je te dis, en rigolant qu'Opland, c'est une préquelle des Sopranos, on rigole à peine, parce que, et ça peut permettre d'évoquer un autre truc que j'ai envie d'évoquer dans Copland, c'est l'ambiance, c'est la ville, c'est des bretelles d'autoroute, c'est des lotissements, c'est la mafia des lotissements, parce qu'au final, Ray Donlan, Harvey Keitel, c'est des mafieux. C'est juste qu'ils sont flics, mais ils agissent comme une mafia. Et c'est vraiment une mafia des lotissements, c'est-à-dire qu'ils sont couverts dans leur petite maison, tout ça. Les Sopranos, c'est pareil, parce que c'est les gars, c'est les héritiers de la mafia italienne, etc. Et les gars, ils fantasment complètement. Il y a les scènes cultes où ils imitent Michael Corleone, etc. Et ils adorent les affranchis, etc. Mais au fond de eux, c'est juste des gros bofs dans leur villa sans âme de New Jersey. Et comme tu le dis, c'est le cas, c'est le New Jersey. C'est des boîtes de striptease en bord de bretelles d'autoroute. C'est que ça pendant toutes les saisons. Et c'est génial. Et pour ramener au western, l'une des répliques clés de la série de Tony Soprano, c'est « Mais putain, mais qu'est-ce qui arrivait à Gary Cooper ?»
Et c'est ça en fait. Enfin, tu vois, pour revenir sur le côté western, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs en fait? Aujourd'hui, on peut plus être un héros, tu vois ce que je veux dire? Une sorte de vision fantasmée de l'Ouest, on pourrait dire américain, et qu'il arrive très bien à reproduire James Mangold avec cette idée, voilà, de sortes de nouveaux colons, tu vois, qui veulent juste s'installer, créer la nouvelle ville, repartir à zéro. Et pour ça, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Et pour ça, Sylvester Stallone, c'est l'acteur parfait. Et en plus, il incarne le shérif, quoi, qui est la figure, une des figures traditionnelles du western, mais contre les d'autres flics, quoi, d'autres représentants de la loi, mais qui sont allés trop loin, quoi, après 200 ans après la conquête de l'Ouest, quoi. Mais Kettel, il lui dit à un moment donné, c'est le seul qui est gentil en fait, en apparence, avec Freddy. Enfin, il y a Ray Liotta, parce qu'en fait, Ray Liotta, en fait, il a plus personne à qui parler, donc du coup, il parle à Stallone, parce qu'il est complètement délaissé par le clan de Hervé Kettel. Mais Kettel, il est plutôt très paternaliste avec lui à la fin, quand il s'embrouille dans le... Ouais, oui, ils ont un semblant d'affection pour lui, quoi. C'est le neveu débile un peu pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. J'allais dire, c'est une affection certaine, mais quand même teintée de mépris. C'est bon. Ouais, Freddy, il est bien gentil, il va fermer les yeux, et puis il est un peu con, donc on va lui expliquer calmement, et puis ça va bien passer, tu vois. Et quand tu dis de retrouver sa dignité, c'est ça. C'est aussi à un moment donné un personnage qui dit, les gars, je suis peut-être à moitié sourd, mais ouais, certes, je suis pas au top de ma forme en ce moment, mais faut pas me prendre pour un imbécile, quoi. Et c'est touchant, parce que jamais il les confronte comme ça dans le film, mais on le comprend en fait. Et il comprend tout très très vite. Mais il lui dit à un moment donné, pour qui tu te prends? Je suis le shérif. Il le dit enfin, c'est là où il ouvre enfin sa gueule sur une réplique Stallone. Et d'ailleurs, on l'évoquait aussi entre nous, c'est à la fin du film, en fait, Robert Patrick le dessert, on va dire, en lui tirant une balle en fait à côté de l'oreille pour le rendre sourd. D'où la fusillade finale qui est géniale puisqu'elle est complètement muette. Euh, c'est justement en n'entendant plus, voilà, qu'il se défait en fait de tout ça, quoi. C'est-à-dire, il n'écoute plus totalement. Il lui dit, je ne t'entends plus maintenant. Je ne t'entends plus. Il n'y a plus que lui, sa morale, et en effet, il est complètement imperméable à tous les discours qui viennent polluer ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y aurait presque une analyse à faire là-dessus, c'est-à-dire que tout au long du film, on vient lui parler, non mais attends Freddy, je vais t'expliquer, voilà ce que tu vas faire et tout ça. Et à un moment donné, stop, quoi. C'est quelqu'un, comme on le disait, qui se réveille, qui dit aussi stop, et au sens littéral du terme, il devient sourd à tout discours, quoi. James Mangold, il le dit, hein, de ce point de vue-là, pour lui, c'est au-delà d'être un western, au-delà d'être un polar, on va dire, réaliste, pour lui, c'est une fable avant tout. Et c'est vrai qu'il y a un côté, on pourrait dire, les lièvres et la tortue, puisque Stallone, en fait, il a basé son interprétation, il le dit en interview, sur une tortue. On voit une tortue dans le film en peluche, la petite peluche qui tombe là, quand la femme qu'il aime, en fait, emmène sa fille, etc., à l'école, tout ça, elle tombe, il récupère en fait cette petite peluche, et c'est vrai que c'est lui en fait, c'est-à-dire qu'il a son uniforme presque comme une carapace qu'il a en permanence, tu vois. L'uniforme, ça impose un côté, tu vois, je suis quand même dur, mais à l'intérieur, en fait, c'est un mec qui est pétri en fait de contradictions, de maladresse, qui est pas à l'aise dans son corps, qui est pâteau. Et Stallone, on voit très bien qu'il a beaucoup travaillé, il a beaucoup étudié auprès de sourds, par exemple. Il a très vite compris, par exemple, qu'ils ont une tendance à la fatigue qui est assez flagrante, puisqu'en fait, ils doivent se concentrer énormément, surtout quand il y a du monde. Et c'est ce que tu évoquais très bien, les discours, tu vois. Ils n'arrivent pas à se repérer, en fait. Quand tu es demi-sourd, apparemment, il explique Stallone, ils n'arrivent pas à savoir d'où vient, en fait, la parole. Donc, les restaurants, les bars, etc., les lieux où il y a beaucoup de monde, c'est horrible pour eux. Et ça demande énormément de concentration et donc du coup beaucoup de fatigue. Et en permanence, Stallone, il avait une sorte de bouchon, ouais, en silicone pour l'empêcher d'entendre. Et il dit que ça crée même un déséquilibre. C'est pour ça qu'il a une démarche comme ça. Mais il a pris du poids en plus pour le. C'est ça, ouais, presque 20 kilos. Il a pris du poids, ouais, ça. Alors on peut parler, ouais, un peu de préparation, acteur studio et tout ça, mais il a jamais été aussi. Lui qui était quand même un. Je sais qu'on l'a trop souvent réduit à ça, mais ça a été un physique quand même. Dans les années 80, Stallone, c'était quelque chose, quoi. Dans les Rambo 2, c'est un délire quand même, ou les Rocky 4 par exemple. Là, c'est un autre concept quand même. C'est autre chose, quoi. À titre d'exemple, tu vois, moi, en revoyant le film, en fait, Mangold, en lui enlevant ses muscles, en lui mettant de la graisse, pour moi, c'est un peu la même démarche qu'a eu Scorsese sur Paul Newman, c'est-à-dire Paul Newman dans La couleur de l'argent. Paul Newman, en fait, on l'imagine toujours beau gosse et surtout ses beaux yeux bleus, tu vois. Scorsese, il fait quoi? Il lui met des lunettes de soleil en permanence dans le film
Et il a eu l'Oscar en fait, Paul Newman, c'est-à-dire que en retirant ce qui faisait sa force, et ben on a enfin vu l'acteur. Et il y a un peu de ça, je trouve, dans l'idée de Mangold et de Stallone, parce que c'est une vraie collaboration mutuelle, une vraie confiance mutuelle d'ailleurs, ce que Stallone a très rarement fait, hein. Stallone, il se sert lui-même en fait, il n'a pas besoin de réalisateur ou d'auteur pour le mettre en valeur, mais là, voilà, il prend un vrai risque et finalement, en rajoutant, bah, on voit l'acteur qu'il y a derrière, et ça, c'est vraiment quelque chose C'est pas faux, qui est ouais. très bien Ouais. vu en fait. C'est dommage que les deux n'aient jamais, alors, sauf si je dis une bêtise, que Mangold a quand même pas mal enchaîné de films derrière, mais à ma connaissance, ils n'ont pas retravaillé ensemble. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux, les réalisateurs. Comme tu le dis, Stallone s'est souvent servi lui-même, ou je sais pas l'expression que tu as dite, mais il y a de ça. C'est-à-dire que Stallone, il n'a jamais été aussi bon que dans ses propres films, des choses qu'il a pu écrire ou réaliser en fait. Et que Copland est peut-être l'exception qui confirme la règle. Il y a eu d'autres bons films, bien sûr, mais où, du moins, il a atteint ce même niveau peut-être, où il nous touche autant, quoi, avec un personnage aussi bien senti pour lui, tu vois, il est parfaitement casté là-dedans, et comme tu l'as bien dit, ouais, c'était un rôle parfait pour lui, quoi. Mais pourtant, je crois qu'il est un petit peu aigre envers le film parce que pour lui, ça devait être. Le film a eu du succès, mais pas autant qu'espéré. Et lui, justement, ça devait être le truc pour dire bah, putain, vous allez voir ce que je peux faire. Et du coup, il a pas. Pas contre le film, plus que contre sa réception, du coup, c'est ça, en Oui, gros. oui. Alors peut-être que du coup, de fait, il est un peu amer envers le Voilà, film, et il n'a mais pas fait d'autres films du genre après. D'ailleurs, c'est même là où, à partir de ce moment-là, qu'il n'a pas fait de. C'est le début. Comment dire? C'est le début du moment de sa carrière où c'est pas là où il y a les meilleurs films. la traversée du désert, un peu, ouais. Et ouais, il a toujours été un petit peu. Je crois que Van Damme avait dit même dans une interview. Ah, mais il aurait refait un film comme ça derrière, on en aurait parlé aujourd'hui comme de Clint Eastwood, tu vois. En vrai, c'est vrai, bah, c'est là encore, on ne peut que, comme Freddy, rêver à ce qui aurait pu se passer, quoi. Mais c'est vrai qu'en effet, un autre film de la trempe de Copland va savoir ce qui aurait pu se passer, quoi. Il a toujours été très aussi victime de la mode, Stallone. Il voulait plaire à fond. Il veut plaire à fond tout le temps, il veut être dans le truc. C'est une fashion victime, quoi. Mais il savait très bien à l'époque aussi qu'il vieillissait, il voulait changer un peu de registre, revenir un peu à ses premiers amours, parce que voilà, Rocky c'est un vrai film d'acteur, hein. Et c'est vrai que quand on a vendu Stallone à Mangold il fait quand même, vous allez me donner la Rambo et Judge Dredd, et les producteurs lui ont fait non, non, on va te donner Rocky en fait, on va donner l'acteur en fait, l'acteur Stallone, et il a pris un risque, et malheureusement le public n'a pas suivi, et on l'évoquait aussi un peu entre nous, mais... Voilà, c'est un peu comme Belmondo à l'époque quand il fait Stavinsky de Alain Resnais. Le public n'a pas suivi, bah pas de problème, bah, je vais faire ce que vous aimez et puis c'est pas grave. Voilà, il fait ses polars, ses films d'action. Voilà, et à partir de là, c'est vrai que Stallone, il a enchaîné un peu les suites, les films pas très intéressants, jusqu'à sa résurrection, on le sait, avec Rocky Balboa. Mais Avec toujours les deux alter ego qui sont venus, entre guillemets, le ressusciter, quoi. Mais c'est vrai que Mangold, il le place là-dessus, en fait, dans le film. C'est-à-dire, encore une fois, le côté méta dans la mise en scène. Je sais pas si vous avez noté, mais le nombre de portes, en fait, qu'il y a dans le film. À chaque fois, Stallone, il est devant des portes. Il reste toujours devant le seuil, en fait. Il pénètre jamais. Le seul endroit où il pénètre, finalement, c'est dans la maison, justement, de Peter Berg et de Skura. Tu sens que c'est une faille absolue, quoi, de voir ce qu'il aura jamais, la famille, la cheminée, enfin, les dimanches, les pique-niques, tout ça. Et à chaque fois dans le film, vraiment, il est tout le temps sur le seuil, il est tout le temps sur le côté, il est tout le temps devant, mais jamais dedans. Et à la fin du film, en fait, quand il prend possession de ses moyens, en fait, il prend la route, il prend l'espace, et voilà, il est enfin libéré. Et en plus, moi, je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment un des derniers points qu'en tout cas j'ai envie d'aborder. Et je m'étale beaucoup sur le côté, moi, bah, comme je disais en tout début d'émission, portrait d'une société, portrait d'un environnement, d'une ville. Bah, là, pour voir le New Jersey à la fin des années 90, et je trouve ça génial de justement prendre le New Jersey parce que c'est, comme vous en parlez, c'est la banlieue de New York. C'est New York, la ville de tous les rêves, de tous les fantasmes cinématographiques, et on prend le truc qui est à côté et qui est tout pourri, qui est pas sexy, enfin on se comprend. Et tu parles de symbolique de lieu. Moi, il y a une symbolique que j'adore dans tout le film, c'est le pont. La symbolique du pont. Le pont a une symbolique dans toutes les cultures.
Et ce que tu disais, Antoine, dans cette scène où, quand au début, il fait son accident de merde, où il se pète le nez et il regarde le pont, etc. Ce pont qui relie le New Jersey à New York, avec la ville en face où il se passe tous les trucs et tout ça. Et c'est le monde, le purgatoire, le périphérique, à côté de là où tout se passe. Et tu dis, il est dans le seuil, il franchit le seuil à un moment des portes, mais c'est également, il franchit le pont à 2 reprises. Il revient bredouille un peu une fois. Enfin, pas vraiment bredouille, non. Et après, il le franchit à nouveau à la fin, mais avec du concret, avec le devoir fait, quoi. Et ça, c'est ce qui est génial dans ce film, quoi. C'est qu'il est tellement ultra classique, mais tellement profond. Et il n'y a pas de money shot, de moment où le réal ou se sont dit, oh, regardez comme c'est beau ce que je fais et tout. Pas du tout. C'est propre, c'est limpide, c'est... Ce qui est génial, c'est qu'en plus, tout est dans le non-dit. Par exemple, tu as 2 séquences d'enterrement dans le film. Donc la fameuse séquence, on va dire, de la fausse mort de Michael Rapaport, où tu as tous les flics et tu as justement un dialogue entre Sylvester Stallone et son adjointe, où ils parlent en fait finalement entre eux, et tu as tout un jeu de regard de non-dit et qui est absolument génial entre 4 personnages, où tu as en fait Katie Moriarty et Annabella Sciorra en fait, qui se regardent, parce qu'en fait, le mari, en fait, la dernière, couche avec Katie Moriarty. Du coup, il y a Peter Berg qui est gêné parce qu'il comprend en fait que sa femme sait en fait qu'il est en train de la tromper. Et en même temps, il y a Harvey Keitel qui est donc le mari de Moriarty, qui comprend tout ce délire et qui la regarde en fait et qui sait aussi. Et c'est aussi peut-être une raison pour lesquelles en fait aussi il va entre guillemets sacrifier Peter Berg. Et il n'y a pas un mot qui est dit. C'est que par une succession de plans et de regards entre 4 personnages. Et il y a la séquence d'après l'autre enterrement, celui de Peter Berg après dans le film, où là, par contre, pareil, Stallone ne dit plus rien. Et là, il explique plus à Garofalo, voilà, qui est qui, si vous voulez. Il les regarde droit dans les yeux, il sait qui c'est maintenant, vraiment, ces gens-là. Et encore une fois, c'est un film sur ça, c'est-à-dire sur des gens, enfin, du moins Stallone, qui ne parlent pas. Ça nous coupe la chic. On parle plus, exactement. Et on n'a même pas dit que c'était Howard Shore à la musique non plus. Ouais. Pareil, encore un score très classieux, j'allais dire, mais tu vois, très en retrait, pas clinquant. Henri Rivage. Oh, c'est joli ça. En plus, ça va bien encore une fois avec le thème effectivement du pont et de l'horizon et de la frontière. Et d'ailleurs, dans la version cinéma, la fin est un peu différente de la Director's Cut que j'ai revue pour le coup, où en fait, ça se termine dans la version cinéma sur Sylvester Stallone qui regarde justement la ville sur l'autre bord, sur l'autre rive. Et après tout ça, voilà. Donc maintenant, il veut même plus être flic. Tu vois, il en a plus besoin. Il a même plus besoin d'aller voir la femme qu'il aimait, quoi. C'est terminé, et puis il repart avec la voiture de shérif comme, voilà, comme je sais pas, un cow-boy, tu vois, qui remonte sur son cheval. Le Lonesome Cowboy. C'est ça, et qui part au loin à l'horizon. Voilà, la mission est accomplie. Et ça marche très très bien. C'est vrai que c'est une très belle fin. La fin cinéma est peut-être même encore mieux que la Director's Cut pour le coup. Et enfin, on peut en parler pendant longtemps. Voilà, enfin. La séquence de la fusillade qui est monstrueuse justement sur la musique de Howard Shore avec ces sons, ces acouphènes mêlés avec des bruits de cornemuse justement qui étaient présents dans l'enterrement des flics en uniforme, etc. Le plan, moi que j'adore sur Ray Liotta qui débarque d'on ne sait où et qui sauve la mise à Stallone. Enfin, moi j'adore cette séquence de fusillade. Il y a un vrai sens de la mise en scène qui est complètement différent. Je sais pas, d'un Michael Mann par exemple. Elle est assez anti-spectaculaire dans le sens où elle est muette, tu vois, et en même temps elle est giga badass, quoi. C'est-à-dire que lui, il arrive au ralenti avec sa pétoire à la hanche, vraiment dans le pur classicisme, comme tu disais, du western, quoi. Et là, c'est, comme tu dis, il est sourd à tout discours, à tout raisonnement. C'est, ça y est, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé, quoi. Et donc c'est... je sais pas, il y a un truc très contradictoire dans cette séquence où tu te dis c'est l'épure totale et en même temps elle est ultra épique, quoi. C'est une petite entre guillemets fusillade de quartier, mais c'est l'aventure. Enfin pour là c'est le climax, quoi, tout simplement. C'est le climax. Je sais pas pourquoi, moi je pense aux Simpsons, tu vois. Je pense à cette banlieue pavillonnaire ricaine. Et dans un lotissement, quoi. Fusillade de lotissement. J'avais envie de dire encore que je trouve que Annabella Sciorra est magnifiquement castée. Elle est tellement simple, tellement... Pour moi, c'est l'actrice parfaite.
Je connaissais pas sa carrière, je connaissais pas cette actrice, hein, pour tout vous dire. Quand j'ai revu Copland, je fais mais qui est cette actrice incroyable? C'est-à-dire que c'est une beauté, vraiment une très belle femme, mais vraiment, je sais pas comment vous dire. Pour le coup, pas une star, quoi. C'est pas une beauté star, une beauté Hollywood, quoi. Non, non, c'est une très belle femme que tu pourrais croiser en banlieue parisienne, en banlieue, dans le New Jersey, t'y crois à fond la caisse. Mais de toute façon, on en disait, le Sopranoverse avec tous les acteurs, ils viennent tous de là, quoi. Et t'y crois à fond, quoi. Moi, je pense que ça va pas traîner d'ici quelques semaines, quelques mois. Je me relance les Sopranos. Ce sera un deuxième visionnage, mais je pense que ce deuxième visionnage va raconter tellement de choses. C'est extraordinaire. Mais c'est une actrice qui méritait mieux. Et quand on sait aujourd'hui ce qui s'est passé avec Weinstein et compagnie, qui produit d'ailleurs le film, il faut le dire, hein, les frères Weinstein, c'est un film Miramax, on l'a pas dit. Hein. Voilà, c'est une actrice qui avait fait Romeo is Bleeding avant, qui est vraiment super. Gloria Trillo des Sopranos, c'est un personnage qui est magnifique aussi, qui est complètement fucked up et qui va bousculer un peu Tony. Donc elle méritait mieux. Et par contre, celui qui a vraiment, on peut dire, voilà, explosé avec tout ça, quand même, c'est quand même Mangold. C'est-à-dire que la carrière qu'il a eue après, c'est un cinéaste touche-à-tout qui est un peu dur à classer. Et pourtant, quand on se penche un peu sur Copland, que beaucoup pensent que c'est son premier film, donc c'est son second, des thématiques très communes. Voilà, encore une fois, Evie, c'est quand même l'histoire d'un obèse, en fait, qui est amoureux de... Donc, je sais jamais dire son nom, Vince Pruitt Taylor, voilà, qui ressemble d'ailleurs à Tony Soprano, et qui est amoureux, voilà, dans un diner de Liv Taylor. Enfin, il y a Shirley Winters qui joue sa mère, etc. Et qui est bloqué, voilà, qui n'ose pas, en fait, qui est bloqué. Et il y a souvent ça, en fait, dans ces films, cette idée de, oui, d'une sorte d'émancipation, d'une quête d'identité. Le film qui fait juste après Copland, c'est Une vie volée, ça parle que de ça. Identity, j'en parle même pas. Logan, c'est ça aussi, Logan. Enfin, c'est un film qui est très proche de Copland, où c'est quand même voilà, un super-héros qui est en sommeil et qui va retrouver un dernier baroud d'honneur. C'est Le Mans 66 avec Christian Bale aussi, qui est aussi un western aussi déguisé. Enfin, c'est tous des westerns. Logan aussi, c'est un western. 3h10 pour Yuma aussi, qui décide qui a été bridé en fait toute sa vie, quoi, et qui décide d'accepter enfin les règles, et qui va le payer aussi d'ailleurs. Donc c'est des thématiques finalement très claires en fait, et qu'on retrouve comme ça de film en film. Et je tenais vraiment à saluer James Mangold. C'est vraiment un cinéaste excellent. Voilà, c'est vraiment l'artisanat par excellence. On sait qu'il a été l'élève d'Alexander McKendrick. D'ailleurs, parenthèse, si vous avez jamais vu Le Grand Chantage, matez-le. C'est un chef-d'œuvre absolu de film noir. Et de Miloš Forman. Et voilà, on sent qu'il a appris de ses maîtres. Il s'en remercie à chaque fois dans tous ses films. Et c'est un vrai grand storyteller. Voilà, c'est un vrai grand monsieur du cinéma. Et il n'est pas encore reconnu, je trouve, à sa juste valeur. Autre tradition dont bien connue des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Stéphane, Antoine, vous nous conseillez quoi, du coup, un petit peu dans le même genre de Copland? Je vais pas revenir dessus, ce qu'on l'a déjà évoqué, mais dans le même genre que Copland, c'est Les Sopranos, définitivement, en termes de série. Si vous l'avez pas vu, faut se lancer dans les 6 saisons, 7 saisons, je ne sais pas. C'est un gros dossier, mais c'est une aventure dont on se remet pas, des évolutions de personnages incroyables. On va pas se tailler dessus. En plus, Raph, voilà, toi, tu es Docteur S Soprano, quoi. Et en vrai, ma vraie reco, j'ai hacké le truc. J'ai fait une double reco. Je vais faire une double reco. Film thématique plutôt pas vraiment commune, mais thématique James Mangold, tu l'as évoqué. Moi, j'adore immensément Le Mans 66, Ford versus Ferrari en VO. Parce que bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les bagnoles. J'adore les films de bagnoles, j'adore les films de course. Et celui-là, c'est un de mes films préférés de ces dernières années. Je pense, au-delà du fait qu'il a des séquences de course vraiment admirables, c'est un film très touchant, je trouve, très galvanisant, et qui parle surtout de créatifs face aux costards, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est juste des fous créatifs qui ne lâchent rien face aux gars qui pensent tous savoir mieux qu'eux.
Voilà, parce que c'est des situations aujourd'hui qu'on retrouve dans plein de domaines auxquels on s'intéresse, dans nos vies privées, dans l'entertainment auquel on est cher, dans le jeu vidéo. On évoque beaucoup ça avec Entourloupe dans Entourloupe de l'Azimut. Bref, c'est un film qui, d'un bon film de bagnole, touche à des thématiques bien plus larges et très touchantes. Moi, ma reco, alors c'est un film très connu, donc je suis navré pour celles et ceux qui l'auraient déjà vu, mais si jamais, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, comme dit la chanson de Paul Naref, et que vous n'avez pas vu Mystic River de Clint Eastwood, c'est pas loin d'être un de mes films préférés aussi, et un de mes polars préférés, et j'ai trouvé, on a parlé pas mal de mélancolie, d'une sorte de spleen, mais ouais, vraiment de mélancolie, de tristesse, de profonde tristesse qui émane de Copland par moment. Et voilà, j'ai cherché longtemps quel film pouvait avoir un peu cette teinte-là aussi, tout en ayant quelque chose qui m'est cher, vous l'aurez compris, c'est ce côté urbain de périphérie un petit peu, vous voyez, cette ambiance un peu de périphérie de grande ville, quoi, forcément qui me parle. Et il y a vraiment ça dans Mystic River, donc de Clint Eastwood, qui se passe à Boston pour le coup. Un peu, on peut comprendre, on croit le comprendre parce qu'il y a encore une histoire de pont aussi dans Mystic River, on les voit pas mal sur un pont, et peut-être dans la banlieue de Boston aussi. Je vais pas vous pitcher le film, c'est adapté d'un roman de Denis Lehane, si je dis pas de bêtises, mais c'est un film d'une mélancolie, d'une tristesse absolue, d'une noirceur totale aussi, porté par un trio d'acteurs, vraiment, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Et c'est un film que j'ai vu en salle à sa sortie, j'avais 11 ans, pour tout vous dire. Autant vous dire qu'à 11 ans, tu vois Mystic River, juste tu comprends pas trop l'engouement, tu comprends rien, tu passes à côté de tout le film, quoi. Tu le remates, je l'ai vu quasiment 10 ans après, c'est peut-être un film de décennie, tu vois, faudrait que je le revoie depuis, mais je l'ai revu 10 ans après, je me suis pris une claque monumentale. Et je sais que je l'ai revu une troisième fois, et qu'à chaque fois, c'est un cran supplémentaire, certainement, parce que comme tu le disais, Raph, nous aussi, on fait comme tout le monde, il y a du vécu, les années s'accumulent, et que c'est des films, je trouve, c'est un film d'une grande sagesse et encore une fois, d'une simplicité, tu vois, comme pour Copland, le cinéma d'Eastwood, c'est hallucinant pour ça. Tout paraît simple, quoi. Tout paraît tellement naturel, du jeu d'acteur au scénario, à la mise en scène, aux comédiens, où on le sait comment il travaille, Eastwood, c'est beaucoup de une seule prise ou 2-3 prises max, quoi. C'est très spontané. Putain, c'est incroyable, quoi. Quel film incroyable. Si vous n'avez pas vu Mystic River, vous avez de la chance, en fait. C'est un chef-d'œuvre absolu et je peux vous le dire, on est raccord, puisque de mon côté, je voulais parler à la base du poignant Seul contre la mafia de Damiano Damiani, donc où Ornella Muti, alors qu'elle avait que 15 ans, est extraordinaire de dignité, de force et de rage, justement face à un système global de corruption et qui opprime l'ensemble des populations et surtout les femmes. Mais au dernier moment, j'ai complètement vrillé et j'ai décidé d'évoquer un classique, aussi un film qui va sur les terres du classicisme américain plutôt, avec le cas Richard Jewell de Dieu Clint Eastwood, un film que je trouve extraordinaire. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre et je pèse mes mots, qui est plus sous la forme d'un drame que d'un polar pur et dur sur l'histoire vraie du coup de Richard Jewell, donc incarné à l'écran par un Paul Walter Hauser qui crève littéralement l'écran, un agent de sécurité donc qui a déjoué un attentat durant les JO d'Atlanta en 96, qui a sauvé de nombreuses personnes et qui a été accusé par la suite à tort d'avoir lui-même posé la bombe. Et il faut dire que le bonhomme, en fait, à l'instar de Freddie et Flynn dans Copland, ne correspond pas du tout à l'image typique du héros américain. Donc, c'est-à-dire il est obèse, il est recalé à plusieurs reprises des services de police, il aime les armes à feu, il respecte les institutions. Bref, c'est du Eastwood tout craché, où il questionne une fois de plus ce qu'est un héros. Et dans son cinéma, dans ce film-là, ou même dans Sully aussi, dans les derniers Clint Eastwood, pour Eastwood, c'est simple, en fait, un héros, c'est celui en fait qui fait simplement son travail, un homme lambda au sein de la communauté et pour la communauté, j'ai envie de dire, au sens le plus fordien du terme. Et c'est vraiment une défense magnifique du petit peuple américain qui
lui, en fait, le peuple voit, contrairement à ces élites, on pourrait dire, qui sont sclérosées et puis qui ne cessent jamais, en fait, de le dédaigner. Et avec une mise en scène, une intelligence rare, enfin, il faut 60 ans de carrière hein, pour arriver à une simplicité pareille, ou en 3 plans, comme ça, au début du film, il arrive à installer un personnage, il arrive à installer Richard Jewell, vraiment dans sa perspicacité, alors qu'on le méprise. Du début à la fin, sans fioriture, tu vois, ça va à l'essentiel, et c'est servi par un casting incroyable. Il y a Sam Rockwell, il y a Kathy Bates, John Hamm qui est génial, Olivia Wilde. Donc pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu au service comme ça de la dignité humaine, comme Copland, et voilà, comme issu d'un autre temps, et qui a un peu la même fin, c'est-à-dire que voilà, l'héroïsme de Richard Jewell, finalement, c'est de ne pas être dégoûté en fait de tout ça, c'est-à-dire qu'on le méprise, on l'insulte, on le traîne dans la boue, et finalement il perd pas ses convictions, c'est-à-dire qu'à la fin il veut quand même être flic, et il devient enfin flic. Voilà, donc il n'a pas été dégoûté, et en ça réside son héroïsme, et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je ne sais pas pourquoi, j'y pensais pas au dernier moment, je me suis dit, mais bien sûr, avec Copland c'est les mêmes thématiques. Donc voilà, le cas Richard Jewell. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence Copland de James Mangold en garde à vue. Une nouvelle fois, un très grand merci à vous, messieurs, pour avoir si bien évoqué ce film qu'on aime tous. Et je rappelle, on vous retrouve dans l'excellent podcast Entourloupe dans l'Azimut. Vous évoquez des œuvres qui le méritent, avec un ton, vous l'avez compris avec les jeux de mots, rien qu'à vous. Et franchement, ça fait un bien fou. Je vous remercie grandement parce que votre podcast est toujours avec une parole libre, on pourrait dire, et riche, jamais formatée. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Donc, une émission qui se trouve très facilement sur toutes les bonnes plateformes, comme on dit. Un grand merci à toi, c'est très touchant ce que tu dis. Merci beaucoup, Raph, mille merci. Merci pour ton invitation. C'était super. Merci encore, messieurs, je me suis régalé. On mange très très bien, quoi. C'est la garde-vue la plus sympathique que j'ai faite de ma vie, quoi. C'est la seule, d'ailleurs. Pareillement, on mange bien hein, dans ce comico. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, et surtout à la partager si cela vous a plu, et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore, et à très vite dans Bien connu des services de police.